Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Début d'année 2025, Tripalium s'agrandit, donc ça c'est incroyable. Jusqu'à présent on était deux, Colin en dev, moi en design. Et on va être rejoint par Pauline, ma copine qui est designer également. Donc ça va être incroyable. Il y a un peu de neige qui est tombée cette nuit, donc on va aller en montagne et je vais vous raconter tout ça. C'est parti. Load up the Pro Tools and press 3. Studio filled with Jack in the Box and Pepsis. Niggas watching Warstar videos, not the SBs. Laughing at beat pumper, stomach turning. I get up and proceeded to write some. Bon les gars, je me suis arrêté prendre un petit sandwich et des petites pommes-potes. Je vais foutre ça dans le sac, ça va régaler. Et du coup je voulais en profiter pour vous parler du premier point de la vidéo. Donc déjà avant tout je voulais mettre un petit disclaimer. Alors non, je sais pas réellement comment on développe un studio, j'ai pas les bonnes réponses, c'est la science absolue dans tout ce qui va suivre. On est vraiment au début du processus, je pense qu'on va apprendre en avançant, je pense qu'on va faire des erreurs, qu'on va se planter, qu'on va recommencer. Mais dans tous les cas on va apprendre et c'est ça le but. On va profiter d'être encore petit, d'être souple et d'être flexible et de pouvoir vraiment s'adapter un peu à tout ça. Donc voilà, juste un petit disclaimer avant de démarrer la vidéo. Ça fait environ 1 an et demi que j'ai lancé Tripalium avec Colin, donc c'est vrai que je commence à avoir un petit peu de recul sur la situation. Après, on va pas se mentir, 1 an et demi, sachant que la première année on la voit pas passer, ça reste très peu. Mais voilà, je pense que c'est quand même un moment où on arrive à prendre un petit peu de recul sur la situation, de faire un petit bilan, commencer à voir comment est-ce qu'on va avancer. Jusqu'à présent, j'ai identifié à peu près 2 manières de développer Tripalium, de développer le studio, de manière générale même de se développer en tant que freelance. Et donc la première méthode, en fait elle est assez logique, c'est faire des projets. Il faut prendre un maximum de projets, rencontrer un maximum de nouveaux clients, de nouvelles personnes et essayer de construire un petit peu petit à petit un réseau. C'est en faisant des projets que vous allez de plus en plus étendre un petit peu ce réseau, rencontrer du monde. Donc elle est logique, cette première étape, c'est vraiment faire des projets. Si vous tapez un peu sur internet et que vous êtes habitué à faire ce genre de recherche, vous savez très bien ce que les gens en disent, comment on trouve des clients et comment on crée un réseau. La première étape, c'est souvent le bouche à oreille. Et c'est vrai que pour le moment, nous, ça se vérifie un petit peu. On a eu un premier projet par une connaissance qui ensuite a découlé sur un autre projet, qui ensuite, par un très grand hasard, a découlé sur un autre projet, etc. Donc au final, c'est un peu une machine qu'il faut réussir à mettre en marche. Et ça, c'est de toute façon la réponse que tous les freelances vont donner et tous les contenus sur internet vous donnent, ce qui fait que au départ on est un peu perdu parce qu'on se dit oui mais moi je connais personne, j'ai personne autour de moi qui a vraiment besoin, comment je vais faire? Oui c'est facile de dire ça quand on connaît du monde etc, moi c'est pas le cas, donc ça fait un peu partie du jeu. Donc nous c'est un peu ce qu'on a fait pour le moment, parce qu'il y a aussi ce truc où la première année le but c'est aussi de faire rentrer un maximum d'argent parce que t'as un petit peu peur de l'inconnu, de la potentielle précarité qu'il peut y avoir derrière, donc faire rentrer des projets, ça fait rentrer de l'argent et ça développe un peu ton réseau. Donc en fait c'est ce qu'on a fait à fond nous, de notre côté, et on a misé quasiment 100% de notre effort là-dessus, on va dire. Donc cette année on a beaucoup travaillé, on s'est totalement dédié à nos projets, on s'est complètement dédié à nos clients. On a essayé de prendre un maximum, essayer de planter un petit peu les graines pour ensuite que ça puisse germer et que la machine se mette réellement en marche, parce que je pense que c'est au début que c'est difficile, qu'il y a beaucoup d'inertie, où on met beaucoup d'efforts pour avoir peu de résultats. Et ensuite, une fois qu'on commence à avancer, qu'on commence à être un petit peu installé, au final, peut-être qu'on prospecte même plus et les projets arrivent. Donc, il y a vraiment une notion un petit peu d'inertie là-dedans qui est assez essentielle à comprendre selon moi. Les gens, ils passent près de la voiture quand même. Et donc pour nous la deuxième méthode elle arrive derrière. Je pense que c'est vraiment une question d'objectif, et nous c'est vrai que là sur cette première année l'objectif c'était de gagner rapidement de l'argent parce qu'on avait besoin de vivre etc, de monter un projet qui soit viable. Mais si vous voulez être un artiste torturé qui galère à boucler un SMIC à la fin du mois, n'hésitez pas à all-in sur cette deuxième méthode, résultat garanti. Bref, plus sérieusement, cette deuxième méthode ça va être de développer votre image. Si vous êtes seul, votre personal branding etc, alimenter vos réseaux sociaux, toutes ces choses. Et si comme nous vous êtes un collectif, un petit studio, une petite agence ou ce genre de choses, développer toute l'image du studio. Donc pour ça faut réussir à consacrer du temps sur des sujets internes. Par exemple là moi j'ai pris beaucoup de retard dans les case studies qu'on doit faire pour le site, parce que sur le moment pour moi faire entrer des clients était plus important que de travailler entre guillemets gratuitement à
développer l'image et à faire des cases pour le site. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de travail, en fait, ça empêche pas de continuer à travailler pour des clients si vous arrivez à faire entrer des projets, si vous prospectez d'une manière où ça fonctionne et finalement vous avez des projets qui rentrent. Donc ça vous empêche pas de bosser pour des clients, mais c'est sûr que du coup vous limitez vachement le développement de l'image et au final c'est quand même un point important de votre stratégie un petit peu globale, on va dire. Donc moi là je vous parlais de case study parce que c'est un peu le truc en ce moment là où je suis un peu en retard et sur lequel il va falloir que je consacre du temps, mais c'est beaucoup plus globalement sur alimenter vos réseaux sociaux, avoir un peu des petits side projects, des petites productions que vous pouvez communiquer autour de vous et sur vos réseaux. Et je pense que en vrai c'est une partie agréable du travail parce que souvent c'est faire des jolies choses. Le seul problème c'est que ça rapporte pas d'argent. Donc je pense qu'il y a un peu deux extrêmes là-dessus. C'est soit vous allez complètement vous consacrer à vos clients, gagner de l'argent et pas forcément être toujours épanoui parce qu'on sait que les projets clients parfois ça a un peu de frustration. Soit vous allez vous concentrer du coup sur votre image, produire des jolies choses qui vont vous représenter, qui vont représenter votre style, vos intentions, etc. Mais que vous allez dans un premier temps faire complètement gratuitement et qui auront des retombées peut-être plus tard ou alors avec beaucoup d'investissement, on va dire. Donc bon, comme je le disais, nous pour le moment on s'est vraiment concentré sur la première méthode. Là maintenant que Pauline va nous rejoindre, justement le but ça va être d'équilibrer un petit peu ces deux méthodes là parce que moi j'avais pas le temps avec tous les projets qu'on avait de consacrer du temps sur l'image. Maintenant que Pauline va être là, elle va pouvoir prendre un peu de temps sur des clients et me libérer pour bosser sur de l'image ou même directement elle travailler un peu sur l'image. Mais voilà, le but c'est qu'on arrive à équilibrer un peu ça, qu'on arrive à se répartir des projets clients pour se répartir un peu le chiffre qu'on va pouvoir faire et voilà, essayer d'avancer un petit peu comme ça quoi. Bon, changement de plan, je viens d'arriver au niveau de la station et c'est noir de monde. Donc j'ai trop la flemme, franchement, les conditions sont pas incroyables non plus. Donc je m'étais dit, bon s'il y a personne, à la limite ça va être cool, mais là ça va être blindé donc c'est pas la peine. Je fais demi-tour, je vais rentrer et puis à la limite, si j'arrive à bosser aujourd'hui, peut-être que j'irai demain. Ce sera lundi, il n'y aura personne, ce sera plus tranquille. Bref, du coup je vous reprends à la maison et puis je vais pouvoir vous parler tranquillement. Donc voilà, comme ça c'est un peu plus tranquille pour pouvoir vous parler de tout ça, c'est pas plus mal. J'ai un peu de petit bricolage, un peu de rangement, un peu de ménage. Limite ça me fait du bien, ça me fait une bonne petite coupure. Donc ça me fait une bonne transition sur finalement comment est-ce que j'envisage la suite, quels impacts ça va avoir un peu sur l'activité, sur la vie et toutes ces choses-là. Donc finalement pour moi, le plus gros changement et on va dire l'objectif un peu principal, ça va être de travailler moins. Je pense que ça fera un peu le sujet d'une vidéo complètement dédiée, mais je me sens tellement plus heureux et tellement plus apaisé quand je travaille moins. En tout cas quand j'ai un bon équilibre entre le perso et le pro, ce qui, bon, pour ceux qui sont en freelance savent que c'est pas toujours évident. Ce qui est assez paradoxal pour le coup parce que c'est vrai que cette année je me suis pas mal mis la pression parce qu'on avait pas mal de besoins qui rentraient en termes de design et beaucoup moins en termes de dev et c'est vrai que parfois c'était plus compliqué de faire monter Colin sur des projets, donc je me suis quand même beaucoup senti responsable de ça, aller chercher des projets où il y aurait du dev, faire du design, pousser pour faire aussi du dev et finalement je me rajoute encore cette pression là de ok maintenant il faut trouver du dev mais il faut aussi quasiment doubler le nombre de projets qui rentrent en termes de design pour pouvoir maintenant avoir une charge également suffisante pour Pauline. Donc au final ouais, c'est quand même assez paradoxal mais j'aimerais pouvoir ralentir, prendre un peu plus le temps et je pense que c'est juste plus sain en fait au final. Encore une fois, c'est un petit peu la continuité. Je vais pouvoir consacrer un peu plus de temps à des sujets internes, faire des choses pour Tripalium. Typiquement, ce week-end, j'ai fait des cartes de visite, enfin des petites cartes de visite. Il faudra que je vous filme tout ça. Là, je vais remonter à Paris. On va aller choisir un beau papier pour faire de belles impressions, potentiellement en Pantone, etc. Comme je vais pas en imprimer beaucoup, je pense que je vais me permettre de faire quelque chose de vraiment joli et quali, on va dire. Et j'ai aussi fait un t-shirt Tripalium ce week-end qui est très cool, je suis super content, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment. En gros, l'idée c'est que j'aimerais bien en faire un chaque année, uniquement pour les employés du coup Tripalium, quand on sera un peu plus nombreux. Et donc c'est pour ça, là j'en ai fait un que je vais imprimer donc pour Colin, un pour moi et un pour Pauline. Et vraiment ça m'a fait trop plaisir de faire ça. Je pense que j'ai un peu retrouvé ce que j'aimais dans le design, dans le sens où ça faisait un moment où je faisais que des projets clients et que j'étais très un petit peu enfermé dans certains sujets. Pas toujours des choses très créatives, parfois un petit peu bridé aussi par certains clients. Et ouais, je me suis trop amusé à faire ça. Je me suis surtout un petit peu laissé porter et c'est ça qui était cool. J'ai exploré vraiment plein de choses, j'ai décliné ça en plein de couleurs, je vous les mets à l'écran
en même temps. C'était super cool, vraiment, j'étais trop content du résultat et surtout du process en fait. Où comme je vous le disais, je me suis vraiment laissé porter, c'était un moment super agréable où finalement je me laissais un peu aller. Et ouais, j'étais trop heureux, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous savez, j'étais dans un espèce de mood où je me laissais porter. Je suis tombé sur le Bangers de Jean Jass. Yeah. Je suis seul, ça caille, je marche en ville, à l'heure où les rues ne sont pas tranquilles. C'était trop cool et j'avais ça en fond pendant que je faisais un peu ma petite tambouille. Et après, ça a enchaîné sur un Tiny Desk Concert de Mac Miller. Yeah. You can love it, you can leave it, saying nothing without it. Yeah. J'avais jamais trop écouté Mac Miller et j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Et vraiment, ouais, il y avait une espèce de vibe, une espèce de mood là qui était trop cool, trop propice, on va dire, à la création, quoi. Et ça m'a un petit peu rappelé pourquoi je faisais ce taf-là et surtout qu'est-ce que je pouvais faire pour que ce taf-là soit agréable. C'est vrai que je sortais d'une grosse période avec beaucoup de projets clients, beaucoup de pression, beaucoup de choses pas forcément hyper créatives. C'est vrai que ça m'a fait du bien un peu de me remettre sur Tripalium, me laisser un petit peu porter dans ce flow-là. Donc c'était vraiment cool, je suis hyper content. Un autre truc qui devrait maintenant être un petit peu facilité, ça va être les voyages. Quand je me suis lancé en freelance, c'est vrai que la première année, j'ai essayé de sécuriser un petit peu un maximum de projets, j'ai essayé de bosser vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai pas eu énormément de congés, on va dire. Et puis surtout, Pauline était un peu bloquée aussi dans son taf, donc c'était pas forcément évident de faire des voyages ou du moins des gros voyages. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes un peu plus creuses où en vérité j'aurais pu partir un peu en voyage, mais du coup ça collait pas forcément avec Pauline et c'est avec elle que j'ai envie de voyager. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop bougé, on va dire. Déjà on a un petit week-end qui est prévu en mars, on va partir à Copenhague, donc ça c'est hyper cool. Ça on l'avait prévu avant que Pauline démissionne, donc dans tous les cas on y sera allé. On repart que quelques jours, c'est vraiment un petit week-end, de toute façon c'est une petite ville à mon avis. Ça suffit pour faire un premier tour, on va dire. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on fasse un plus gros voyage cette année. Idéalement, j'aimerais bien qu'on puisse partir avec Colin, tous les trois, et qu'on se fasse un petit truc de, je sais pas, peut-être 3 semaines, un mois, enfin sur une durée beaucoup plus longue. Et là, pour le coup, en travaillant, mais aussi en allant visiter un pays beaucoup plus loin, du coup. Je sais que lui avait déjà été en Thaïlande l'année dernière et qu'il avait bien aimé, qu'il aimerait bien y retourner. Donc, il y a ce genre de destination qui pourrait être sympa, où le coût de la vie est pas trop cher et du coup, tu peux voyager et travailler en même temps et t'y retrouver un petit peu, on va dire, dans tes finances. Donc, idéalement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit truc comme ça cette année. Ouais. Et la dernière chose que ça va changer, et ça pour le coup ça me fait un petit peu peur, pour être complètement transparent, c'est que j'ai peur de plus faire du tout de design, ou en tout cas beaucoup moins. C'est vrai que jusqu'à présent, tous les sujets de design qui rentraient, c'est moi qui m'en occupais. Parfois Pauline me donnait déjà un petit coup de main, mais surtout je m'occupais beaucoup de la partie gestion de projet et un petit peu entre guillemets relation client, on va dire, setup projet, toute la partie contrat, facture, toute la gestion planning, toute la relation avec les clients. C'est surtout moi qui m'en occupais. Je pense que je suis pas trop mauvais pour faire ça. Et donc ça découlait assez naturellement. Et je sais que c'est pas quelque chose que Pauline souhaite faire. Elle est à l'aise avec ça, mais je sais que c'est pas pour ça qu'elle se mettait en freelance. Donc moi, assez naturellement, ça va venir que ce soit moi qui vais m'occuper de ces choses-là. Typiquement, quand on va avoir là le prochain gros projet entre guillemets qui va rentrer, je pense que Colin sera en dev, Pauline sera en design et moi je serai en gestion de projet. Comme ça va vraiment équilibrer un peu les rôles. Je pense que c'est agréable si on peut avoir un système où chacun se concentre vraiment sur une tâche. Et c'est vrai que moi parfois quand j'étais en design et qu'il y avait toute cette partie projet qui reposait aussi sur mes épaules, parfois c'était pas évident à gérer. Donc je pense que si on arrive à distinguer vraiment chaque discipline, ça pourrait être une bonne chose. Maintenant, je sais que moi, ce que j'aime, c'est le design et ce qui me fait peur, c'est que oui, au fur et à mesure qu'on grossisse, finalement, plus m'occuper de l'administratif et du développement business, on va dire, de Tripalium que de vraiment faire des projets et faire du design. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. En sachant ça, je vais essayer de faire ce qu'il faut aussi pour continuer à avoir suffisamment de projets sur lesquels je vais pouvoir faire du design et que ça va être aussi à moi de trouver un peu cet équilibre-là. Je pense que c'est un peu une suite illogique et inévitable, mais voilà, je pense qu'il faut que je fasse un peu attention avec ça quand même, quoi. Bref, moi je vais aller passer la serpillière et après j'ai plein de bois à couper et à ranger. Donc je pense que je vais commencer ça et puis on verra comment j'avance.
Donc tout ça, ça fait pas mal de changements, mais au final c'est surtout pour Pauline que ça va faire beaucoup de changements et que ça va être le plus chamboulé, on va dire. Je sais que pour elle ça a été une décision très difficile à prendre parce qu'il y avait beaucoup de facteurs, beaucoup d'enjeux et que c'est jamais des décisions simples. Pour tous ceux qui ont déjà fait ce choix de quitter la stabilité d'un CDI pour la précarité et l'inconnu de ce que peut être le freelance, vous savez que c'est vraiment un grand saut dans le vide et qu'évidemment c'est pas facile à faire. Et pour elle, ça fait un peu plus d'un an qu'elle y réfléchit, qu'on y réfléchit, qu'on retourne le problème un peu dans tous les sens et qu'on essaye de trouver des solutions et de préparer ça au maximum. Ça s'est beaucoup accéléré ces dernières semaines jusqu'à finalement faire ce grand saut, on va dire. Et même pour moi, c'est vrai que c'était pas évident parce que j'ai toujours cherché à ne pas l'influencer. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de facilité à faire ce choix-là parce que je pense que c'est dans mon caractère d'aimer un peu ce risque-là au final. Et moi, le but, c'était de pas l'influencer, ne pas la pousser à quitter son boulot et de se lancer en freelance. Mais je voulais pas non plus la conforter dans sa situation de laquelle elle voulait s'extraire, on va dire. Je voulais pas la conforter à rester dans son job si elle avait envie de partir. Et du coup, j'ai toujours été assez neutre, on va dire, dans ces discussions-là. Mais à partir du moment où la décision elle était prise, moi je lui ai promis d'être à 2000% derrière elle. Je veux pouvoir l'accompagner au maximum, être toujours là pour elle et l'aider parce que je sais que c'est une grosse étape quand même. Et pour l'aider à se lancer, moi je lui ai conseillé de se trouver 3 objectifs en gros à atteindre cette année et de se dire ok, là, dans la situation dans laquelle je suis, si dans un an j'ai atteint ces 3 objectifs, ça vaudra le coup d'être parti en fait. J'estime que c'est une année qui est réussie, j'estime que ça vaut la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, voire mieux. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ces 3 objectifs à elle du coup. Et pour ceux qui se posent la question de faire ce pas-là, peut-être que ça peut être intéressant justement de faire cet exercice-là, de poser ces 3 objectifs. Et même au-delà de ça, je pense que sur l'année, c'est intéressant de se les rappeler, voir comment on peut les atteindre et faire en sorte que, voilà, on est sûr que d'ici un an, c'est atteint. Donc ces 3 objectifs, le premier en fait, il est assez simple. Pour elle, c'est de maintenir son niveau de salaire. Je pense que de toute façon, chez 3/4 des freelances, à part ceux qui ont vraiment la certitude d'avoir des revenus, la plus grande préoccupation, c'est l'argent, c'est la précarité. On sait qu'il y a des gens, des freelances qui ont du mal à vivre, on sait que c'est très incertain. Donc pour elle, un de ces 3 objectifs, c'est de maintenir le niveau de salaire qu'elle avait quand elle était en CDI. Mais bon, en vérité, elle l'a un peu diminué quand même, parce qu'elle considère que à rémunération égale, cette situation-là est beaucoup plus profitable. Donc maintenant, ce qui va être intéressant pour vraiment concrétiser ça et que ça devienne un objectif vraiment palpable et réalisable, ça va être en fait de prendre son salaire net actuel, de voir combien il faudrait de chiffre d'affaires brut pour retomber à ce salaire net et idéalement le lisser sur un an. Donc savoir sur un an combien de chiffre d'affaires ça représente, sur un mois combien ça représente, et après on peut même descendre. Ça n'a pas forcément de sens d'aller jusqu'à semaine ou jour puisque ça fluctue beaucoup en étant freelance. Mais je sais que moi par exemple, je me suis mis cette année un objectif de chiffre d'affaires par semaine en me disant ok, si je facture tant d'heures cette semaine, mon objectif est atteint. Et finalement ça m'aide aussi un peu à me mettre un petit coup de pied au cul quand il y a besoin d'aller chercher des heures et à l'inverse accepter de ralentir quand je vois que ça y est, j'ai atteint les heures que je me suis fixées. Mais ça, je pourrais vous en parler dans une vidéo complète, je pense que ça pourrait être intéressant. Deuxième objectif. Donc le deuxième, c'est de voyager. J'en ai parlé un petit peu juste avant et c'est ça qui a amené cette réflexion-là à la base. Elle voudrait qu'on fasse un gros voyage cette année, entre 2 et 4 semaines, tout en travaillant partiellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et qu'on se fixe comme objectif pour cette année. Donc autant elle que moi pour le coup. Et le dernier, finalement, c'est un peu financier aussi. C'est entre financier et plaisir. Donc pour ceux qui savent pas, moi je fais de la moto depuis un peu plus d'un an, j'ai eu mon permis. Incroyable, vraiment une découverte, une passion qui est arrivée comme ça et qui est vraiment super. En plus on a de la chance ici, vu qu'on est dans les montagnes, on a beaucoup de cols, on a des routes qui sont super belles, il y a très peu de circulation dans le coin où je suis, donc c'est vraiment agréable les balades. Et passion un peu transmise à Pauline, qui était jamais montée du coup sur une moto avant de monter avec moi, qui a tout de suite accroché, donc c'était génial cet été, on s'est fait pas mal de balades à moto, dès qu'on avait une petite éclaircie, on allait faire un tour, petite éclaircie, un peu de temps on va dire, on allait se faire une balade et autant elle que moi, c'était vraiment que du plaisir. Et pour Noël je lui ai offert sa formation 125, donc elle puisse passer son petit permis 125 et s'acheter une petite moto pour qu'on aille faire des balades à 2 on va dire. Et un de ses objectifs c'est du coup de dépasser un petit peu l'objectif de salaire qu'elle s'était fixé
de pouvoir épargner un petit peu pour s'acheter cette moto et qu'on puisse aller faire des petites balades tous les deux, et ça serait très cool. Et je pense que c'est chouette parce que l'objectif à la base il est financier, donc ça veut dire qu'il est réalisable à condition que l'activité soit pérenne, donc ça je trouve ça intéressant, et c'est un petit peu du bonus de ok, si t'as dépassé, bah tu vois, t'as le droit de te faire plaisir là-dedans, et en même temps ça reste du plaisir après de s'acheter sa moto, ça reste du loisir, ça reste pour des moments qui sont pas du travail, donc c'est chouette, et je trouve que c'est un bel objectif, et puis c'est un truc à partager tous les deux, donc c'est trop bien. Mais comme le voyage, remarque. Et elle s'est mis un petit objectif bonus, et ça je pense que c'est très bien aussi. C'est mis comme objectif bonus de se trouver un petit side project. Elle aimerait bien, et je pense que comme beaucoup de gens qui quittent leur CDI, et surtout le monde de l'agence comme nous, il y a un peu une overdose à un moment, et il y a besoin de retrouver un peu de sens, retrouver un peu de temps libre, retrouver un peu ses passions, et sortir de ce truc très travail. Et Pauline, ce qu'elle aimerait, c'est donc se trouver un petit side project, de la céramique, enfin des activités manuelles, faire un petit peu de sérigraphie, ce genre de choses, créer des choses en dehors du cadre du travail. Et je pense que en fait c'est très sain dans les métiers qu'on fait d'avoir une stimulation créative, on va dire, surtout en dehors du travail. Et finalement ce qui est cool, c'est que ce side project au final il pourra être lié, contribuer et être partagé, on va dire, avec Tripalium, dans le sens où moi j'aimerais beaucoup qu'on ait un petit shop avec du merch. Je parlais des t-shirts que je voulais faire tout à l'heure, mais il y a plein de petits objets que j'aimerais faire, et du coup il y a des choses ponctuelles comme ça, de la céramique, des créations, des produits divers, qui pourraient complètement rentrer un petit peu dans ce cadre là, donc ça pourrait être trop cool si au final il y a même un petit échange, on va dire, à ce niveau là quoi. Donc voilà, si je récapitule, 3 objectifs: maintenir son niveau de salaire, télétravailler depuis l'étranger en voyageant, s'acheter une petite 125 et avoir un petit projet à côté s'il lui reste du temps libre. C'est cool, je pense. Moi je trouve que c'est 3 objectifs intéressants parce qu'ils sont à la fois réalisables, utiles, et surtout je pense qu'ils vont lui faire du bien. Et je trouve que ça remplit bien cette fonction justement d'avoir une année réussie. T'as suffisamment d'argent pour vivre correctement, t'as suffisamment de temps pour faire des loisirs, t'as voyagé, t'as découvert des choses, t'as eu une stimulation comme ça. Bah en fait, pour moi c'est une année réussie. J'ai vraiment hâte qu'on y soit, j'ai hâte d'être dans un an et de faire le bilan justement de cette première année avec elle. Je pense qu'on fera ça tous les deux, je vous montrerai. Mais ouais, carrément, et puis moi j'ai hâte de l'accompagner, d'être vraiment là pour elle, de lui éviter les erreurs que moi j'ai fait, que ce soit avec l'URSSAF, avec les impôts, avec la TVA, toutes ces choses là. Mais ouais, voilà, donc c'est assez cool, je suis très content et j'ai hâte d'y être. Et donc la dernière étape dans tout ça, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait si ça marche et comment on fait si ça marche pas. Parce que dans tous les cas, c'est toujours bien de prévoir un peu le pire scénario. Moi, c'est quelque chose que je me suis toujours un peu forcé à faire. Me dire, ok, si vraiment il n'y a rien qui va, comment est-ce qu'on retombe sur nos pattes, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Je pense que ça vous permet aussi de savoir ce que vous mettez en jeu au moment où vous prenez certains risques, quand vous vous engagez dans certaines situations. Donc c'est un truc que j'aime bien toujours un petit peu prévoir. Finalement, je pense que c'est assez simple. Si ça fonctionne pas, pour Pauline, le but ça va être de rapidement retrouver un job en CDI, potentiellement revenir un petit peu plus sur Paris, sachant que je pense qu'elle a un CV et une expérience qui fait que ça devrait pas être trop compliqué de trouver à nouveau. Et pour moi, ça va être un peu la même chose. C'est un peu ce que je me dis depuis que je me suis lancé, c'est au cas où, si ça marche pas, en fait, retour CDI. Et si vraiment je trouve rien en CDI dans mon domaine, moi je vais vous dire un truc les gars, quand je suis parti en freelance, je savais que si ça marchait pas et qu'il fallait que je retourne porter des cartons au Super U, je retournerai porter des cartons au Super U. Ça a toujours été un truc où je l'ai en tête. Je prends pas mal de risques, on va dire, dans mes choix de carrière, dans mes choix en général, toujours en gardant en tête que oui, en fait, je suis un peu prêt à tout remettre en jeu, on va dire. Donc ça, c'est une option pour moi. Je pense que Pauline et moi, on est assez alignés sur ces choses-là, sur ce genre de valeurs, on va dire. Et je sais que pour elle, c'est une option aussi. En fait, si vraiment il n'y a rien qui fonctionne, en fait on retourne bosser dans un supermarché et c'est comme ça les gars, et puis on va recommencer, et puis la fois d'après ça marchera. Donc être conscient de ça pour prendre ces risques là, c'est important.
Moi je pense aussi qu'on est très débrouillard et que s'il faut trouver de l'argent, on trouvera de l'argent. S'il faut absolument trouver des clients pour manger, on trouvera absolument des clients pour manger. Donc ça c'est pour la partie pas très joyeuse on va dire, mais bon c'est toujours important de le garder en tête. Il faut savoir ce que vous misez quand vous commencez à jouer on va dire. Et pour la partie plus sympa, qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne? Parce que Pauline au départ, elle faisait ça dans une démarche plutôt temporaire, dans le sens où elle avait du mal à trouver vraiment un poste qui l'intéressait à l'instant T dans les conditions qu'elle cherchait dans son domaine. Mais si ça fonctionne, il y a des chances que finalement le temporaire devienne plus ou moins permanent et que ce soit plus voilà, le début de l'expansion un peu plus grosse de Tripalium. Je pense que si ça marche, voilà, ça va être le début de peut-être recruter quelqu'un d'autre, essayer d'agrandir le studio un petit peu plus, etc. Ou même se contenter de cette taille-là pour le moment. Mais en tout cas, voilà, continuer dans cette voie-là, profiter un peu de la chance d'être 3 dans cette aventure-là. Et puis voilà, je pense que c'est plein d'aventures à venir et que ça va être dans tous les cas super chouette. Que ça marche ou que ça marche pas, je pense que dans tous les cas on sera hyper content d'avoir au moins pris ce risque, au moins essayé ces choses-là et puis de pas regretter d'avoir essayé on va dire. Donc je pense que ça serait cool de se dire qu'on se reparle de ça dans un an. Évidemment vous allez suivre un peu toute l'aventure entre. Moi un des regrets que j'avais quand je me suis lancé en freelance c'était justement de pas trop m'être mis dans ces vidéos plus tôt, pas avoir pu vous documenter le commencement de la chose on va dire. C'est pour ça que là je me dis avec Pauline ça sera peut-être l'occasion de vous partager un peu le démarrage puisque je vais reprendre pas mal de choses avec elle. Je vous parlais tout à l'heure de certaines parties administratives. Je pense que voilà, il va y avoir un peu plein de choses autour de la prospection, de ces choses-là. Et ça, je serais ravi de le partager avec vous. C'est peut-être le bon moment. Abonnez-vous, petit like, mettez un commentaire aussi. Ça vraiment, sur les quelques personnes qui regardent, si vous lâchez un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite, j'aimerais bien essayer de poster un peu régulièrement cette année. Je me suis mis comme objectif une vidéo par mois, donc je vais essayer de tenir ça. Et puis je vous tiens au courant. A plus les gars, merci.